Vous êtes sur l'émission d'Art et de Lettres. Art et de Lettres, d'ici et d'ailleurs, une émission qui fait la promotion des artistes et de leurs œuvres. Nous recevons aujourd'hui pour vous un homme de culture, un enseignant de langue anglaise, un écrivain gabonais. Il est auteur de plusieurs œuvres, notamment La Calebasse, c'est une trilogie, Opundi, Le Roi de Libreville, La Mère Saveur de la Liberté, qui est aussi une trilogie. Il est également lauréat du Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 2008. En 2013, il a été aussi lauréat du Grand Prix littéraire Omar Bongo. Jean Livassa Nyama, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Oui, justement, aujourd'hui, nous parlerons de La Mère Saveur de la Liberté, qui est une œuvre romanesque trilogique. Mais aujourd'hui, nous avons juste deux exemplaires, c'est-à-dire La Révolte et la Guerre. La paix, certainement, dans quelques mois. Ça va sortir d'ici le mois de mars. Le texte est déjà chez l'éditeur. Justement, parlant de la Mère Saveur de la Liberté, qu'est-ce que c'est? En fait, La Mère Saveur de la Liberté, c'est un texte que j'ai d'abord écrit en classe de 4e, des années 78, sous le titre La guerre de mon cœur. Et quand j'ai constaté que mon écriture a complètement mûri, je pensais à écrire ce texte, disons, à le romancer, parce que c'était d'abord un recueil de poèmes que je transformais sous forme de roman. Donc, c'est quoi La Mère Saveur de la Liberté? Et La Mère Saveur de la Liberté vient du fait que Oulab, qui est étudiant gabonais à Aix-en-Provence, va chercher un thème pour son mémoire de master. N'ayant pas trouvé de thème, il cherchait quel thème développer. C'est comme ça qu'il va avoir l'idée d'écrire sur la conquête coloniale au Gabon au début du XXe siècle. Et quand il va avoir ce texte en gestation, il va aller faire des recherches à l'ANOM. À l'ANOM, c'est les Archives nationales d'outre-mer d'Aix-en-Provence. Donc, arrivé aux Archives nationales d'outre-mer d'Aix-en-Provence, il va découvrir les archives de l'histoire du Gabon, de la mémoire du Gabon. Donc, c'est à partir de là que va naître l'idée de faire des recherches sur cette histoire qui était encore mal connue. Donc il va faire des recherches, ensuite il ne va pas se limiter là, il va envoyer une lettre à sa mère pour lui demander s'il y a encore des témoins de cette histoire. Et pendant les vacances, il vient au Gabon, il va à Moabi rendre visite à ses parents et il prend un séjour pour aller à Mokab chez son grand-père. C'est de là qu'il va poser des questions à son grand-père pour connaître l'histoire de la guerre de Mokab. Justement, est-ce que c'est cet étudiant-là qui est représenté ici comme étant Mavurolo? Oui. Est-ce que, non, en faisant des recherches... l'étudiant est le narrateur de cette histoire. Mavurolo est le personnage principal de ce roman, parce que Mavurolo est le guerrier, c'est lui qui a combattu l'administration coloniale au début du XXe siècle. Justement, ici, là, on parle de la révolte de Mavurolo. Pourquoi était-il révolté? Il s'est révolté parce que, à l'époque coloniale, il y avait des sociétés concessionnaires, donc la société du Haut-Ogoué, donc la SHO, donc cette société-là avait des traitants dans tout le pays. Donc dans la Nyanga, les traitants, donc les commerçants qui dirigeaient les factoreries, donnaient la marchandise aux sous-traitants et les sous-traitants les donnaient aux autres personnes, mais compte tenu du fait qu'il n'y avait pas des inspections des traitants et des sous-traitants pour collecter l'argent des marchandises vendues, quand les traitants voyaient qu'il n'y avait pas de retour des ventes, ils envoyaient des miliciens dans les villages. Et quand ils ne récoltaient pas l'argent, les miliciens prenaient les femmes et les hommes en otage. Ensuite, ils prenaient le bétail. Et si vous n'avez pas le bétail,
ils abusaient de vos femmes et c'est comme ça que la révolte de la guerre de Moncave est arrivée. Donc c'est à travers les souffrances, à travers les supplices commis par les miliciens que Mavourlou s'est révolté. Justement, vous en tant qu'écrivain, est-ce que vous n'incarnez pas aussi cette indignation lorsque vous peignez blanc sur noir cette histoire? Bon, je suis indigné, mais bon, j'ai voulu par là faire revivre une mémoire qui était enfouie dans les entrailles de l'oubli. Donc, j'ai voulu que les jeunes puissent s'emparer de cette histoire parce qu'elle n'avait jamais été enseignée dans les établissements scolaires. Justement, on dit de vous que chacun de vos romans est un pan de la mémoire gabonaise qui se déroule. Comment expliquez-vous cela lorsqu'on vous le dit? Comment vous recevez cela? Bon, moi je me suis intéressé à l'histoire précoloniale. Donc, c'est pour cette raison qu'on dit que je suis la mémoire du Gabon, parce que je m'intéresse beaucoup plus à la culture précoloniale pour que les jeunes qui ont perdu leur repère puissent se souvenir de ce que leurs ancêtres ont eu à faire ont posé comme acte glorieux sur cette terre. Justement, devant la première de couverture, on a une espèce de crocodile ici. C'est la symbolique de la révolte? C'est la symbolique de la révolte parce que Mavourlou, en quittant Mavourlou, sa terre natale, pour rendre visite, pour aller à Mokab, où il a été envoyé par ses parents parce que les gens se plaignaient à Mavourlou que Mavourlou avait les cuisses légères, Mavourlou courtisait les femmes mariées. Donc pour éviter qu'il ne lui arrive quelque chose, les parents étaient obligés de l'envoyer chez son oncle. Et tout le long du chemin, Mavourlou va croiser dans un village voisin ce crocodile. Et c'est le crocodile qui s'est transformé en homme, donc un homme qui s'est transformé en crocodile. Donc Mavourlou n'a pas eu peur d'affronter cet homme crocodile. C'est pour cette raison que la couverture de ce premier tome a en image le crocodile. Justement, de la révolte à la guerre, il n'y a parfois qu'un seul pas, et il est parfois vite franchi. Ici, dans le deuxième tome de La mer saveur de la liberté, on parle de la guerre. Pourquoi la guerre? Oui, avant de parler de la guerre, il faut dire que les colons, quand ils sont arrivés dans la Nyanga, ils ont supprimé la route du sel. Il y avait la route du sel qui partait de Mayumba jusqu'à Setekama. Dans la Nyanga. Dans la Nyanga, ouais. Et les colons ont brûlé les cases de sel parce que c'est le commerce de sel qui permettait aux populations de la Nyanga et de l'Angounié de vivre de manière indépendante. Donc, comme les colons voulaient que les factoreries se développent, ils ont brûlé les cases de sel pour interdire aux autochtones de faire le commerce avec d'autres puissances coloniales. C'est ainsi qu'en détruisant les cases de sel, ils ont imposé l'impôt de capitation. L'impôt de capitation était à 5 francs. Donc, quand les populations ont vu que l'impôt de capitation a été augmenté à 5 francs, ils se sont dit que nous n'avons pas d'activité commerciale pour avoir l'argent qui nous permettra de payer l'impôt. Donc, la révolte a été aussi poussée par cette augmentation de l'impôt de capitation. Donc, les populations sont révoltées à Tchibanga. Et la révolte est allée jusqu'à Morindi et elle s'est endurcie au niveau de Mokab. Donc, quand les Blancs sont partis de Tchibanga pour aller à Moabi, ils ont rencontré une résistance à Mokab. Donc, Mavourlou et les siens se sont opposés. Et cette première approchage avec
ce premier accrochage avec les Blancs a poussé les colons à brûler les villages, à brûler les plantations. Justement, Jean-Yves Sanyama, lorsqu'on rentre dans les entrailles de vos écrits, on constate qu'il y a deux personnages majeurs, Mavourlo d'un côté et Mbombe de l'autre. Oui. Et les deux personnages ont fait la une, si on peut dire cela ainsi, des deux provinces, la province de Langounié, la province de Lanyanga. Pourquoi cette similitude? Oui, il faut dire que la guerre contre les colons avait commencé dans Langounié. Et la révolte dans Langounié était amenée par Mbombe. Et dans la Nyanga, on attendait d'avoir des informations précises comment combattre les colons à cette période. C'est ainsi que Mbombe va envoyer un émissaire à Mokab qui va rencontrer les populations de Mokab à Manzoumi. C'est au cours de cette rencontre que Mavourlo va se décider à aller à Ikebela, donc dans le village de Mbombe, rencontrer Mbombe, discuter avec lui et avoir des informations sur la guerre qu'il va mener contre les colons. Donc en fait, c'est ce qui s'est passé. Mais il faut dire que cette histoire n'est qu'une fiction. Ce roman n'est qu'une fiction parce que Oulab, qui quitte Aix-en-Provence pour Mokab, pour Moabi et Mokab où résidait son grand-père, va être initié au culte de Mavourlo. Donc c'est au cours de cette initiation qui va l'endormir que Oulab va rencontrer Mavourlo en songe. Donc c'est en songe que Mavourlo va prendre Oulab pour le ramener en 1904, l'année où commençait cette guerre, pour lui faire assister à une grande réunion au cours de laquelle l'émissaire de Mbombe va expliquer aux responsables, aux chefs traditionnels de Mokab que Mbombe a vaincu les Blancs, donc vous aussi, vous pouvez vaincre les Blancs. Il leur a montré deux crânes de Blancs que Mbombe avait décapités. Justement, aussi, lorsqu'on lit vos œuvres, on constate que votre écriture est enracinée dans la réalité culturelle de l'Afrique noire. Bon, elle est enracinée dans la réalité culturelle de l'Afrique noire, c'est pour essayer de faire prendre conscience à la jeunesse, comme je disais tantôt, des réalités quotidiennes que vivent nos peuples. Parce que cette guerre a bien eu lieu, de 1904 à 1913, elle a eu lieu. Donc les jeunes ne la connaissant pas, c'est pour cette raison que je me suis servi des matériaux historiques pour pouvoir écrire ce roman. Donc c'est d'abord des outils de recherche que j'ai eus à la NOM qui m'ont permis d'écrire ce roman. Mais pour aborder la partie de la guerre, il faut dire que Mavourlo, tant pour moi, s'est préparé en réunissant tous les chefs traditionnels de la région et en discutant avec eux, il a pris la décision d'aller faire la guerre contre les Blancs. Les Blancs également n'ont pas tout au début cherché à combattre Mavourlo. D'ailleurs, il y a eu plusieurs réunions de conciliation avec les chefs traditionnels qui ont avorté parce que Mavourlo était intransigeant, donc il ne voulait pas que les Blancs s'installent dans la région, dans la Nyanga, parce que pour lui, c'est restreindre sa liberté. Donc il est né libre, il devrait rester un homme libre et libre d'exploiter les ressources qui étaient disponibles, comme le sel, pour commercer librement avec les Blancs. Bon, on va certainement sortir des œuvres ici présentes. Lors de votre dernière interview après le Salon du Livre à Paris, vous aviez dit que vous définissez votre lecture comme étant des lettres que vous adressez à votre frère jumeau décédé prématurément. Comment cela? Oui, bon, je travaille sur
concept de la poétique du Mwanda ou la ritualisation du deuil. Pourquoi? Parce que ce concept montre que c'est la mort qui dynamise la vie. S'il n'y avait pas la mort, il n'y aurait pas de vie dynamique. Et moi, j'ai perdu mon frère jumeau prématurément. Et je me dis que les livres que j'écris, ce sont des lettres que je lui envoie. Mon frère jumeau s'appelait Woulou, moi je m'appelle Oulab. Woulou en Poulou signifie entendre, comprendre. Oulab signifie voir, observer. Donc lui, il a entendu que l'Afrique est un pays, est un continent où règne la misère, où règne la maladie, où règnent tous les fléaux du monde. Donc il ne peut pas venir sans qu'il ait des informations fiables pour venir dans notre continent. Est-ce qu'on peut dire de lui que c'est votre, entre guillemets, votre muse, la personne qui vous inspire? Bon, je ne sais pas, peut-être que vous pouvez le qualifier comme ça. Donc lui, il m'a demandé de venir voir ce qui se passe, observer, et à partir de là, je lui ai écrit des lettres. Donc ce sont ces livres que je lui envoie pour qu'il voit un peu comment, dans quelle situation se trouve la population africaine, dans quelle situation se trouve le monde aujourd'hui. Et à côté de cela aussi, on vous compare à Marcel Pagnol, qui a été aussi couronné à l'Académie française dans les années 40 et qui est décédé en 74, à l'âge de 79 ans. Qu'est-ce que ça vous fait d'être comparé à un académicien qui a fait aussi les beaux jours de la littérature française? Bon, j'aime très bien Le Château de ma mère, j'aime bien La gloire de mon père, qui sont des livres de Marcel Pagnol. Mais cela ne veut pas dire qu'en écrivant, je pense d'abord à Marcel Pagnol. J'écris comme me vient l'inspiration. Maintenant, ce sont ceux qui me lisent qui disent que j'écris comme Marcel Pagnol. Bon, je ne peux pas avoir la grosse tête pour dire que j'écris comme Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, c'est Pagnol. J'ai été à Marseille sur les terres de Marcel Pagnol. Mais cela ne fait pas de moi un Pagnol bis. Bon, Marcel Pagnol a été couronné à l'Académie française et en 2008, vous avez été lauréat du Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Quel était votre sentiment pour avoir reçu ce prix-là à cette époque? Oui, pour avoir reçu le Grand Prix littéraire d'Afrique noire, je peux dire que c'est un couronnement d'un travail de longue haleine que j'ai commencé depuis le lycée, que je continue de faire jusqu'aujourd'hui. Donc c'est le couronnement d'un travail parce que le Grand Prix littéraire d'Afrique noire est donné aux écrivains pour une œuvre de découverte, parce que mon œuvre n'était pas encore connue, donc c'est un prix de découverte en fait. Et il y a aussi quelque chose qui nous revient souvent à l'esprit, puisque la calebasse et notamment La mer saveur de la liberté, c'est souvent des trilogies. Est-ce qu'il y a une spécificité pour vous, pour le chiffre 3? Bon, il n'y a pas une spécificité pour le chiffre 3, bon, sauf que quand j'ai écrit La mer saveur de la liberté, compte tenu du texte qui était tellement riche, mon éditeur a pensé que le faire en un seul tome, ça lasserait peut-être les lecteurs qui ne veulent pas lire les romans de 400 pages, de 500 pages. Donc il a voulu que je fasse une trilogie donc avec un premier roman qui s'intitule La révolte, un deuxième roman qui s'intitule La guerre et un troisième qui s'intitule La paix. Et la paix parce que le Gabon a été pacifié en 1912, donc à partir de 1912, tout le pays était déjà colonisé par la France. Donc voilà pourquoi j'intitule le troisième tome La paix, qui va parler de l'Ogooué-Ivindo et du Wellington, donc la conquête coloniale dans l'Ogooué-Ivindo. Les lecteurs attendent certainement déjà le troisième tome, oui, La paix. Le texte est déjà terminé, donc il est chez mon éditeur et à partir du mois de mars, je crois qu'ils l'auront.
Monsieur Diva-Sanyama, est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes un écrivain engagé? Bon, l'engagement, c'est à partir de là, du moment où l'écrivain prend sa plume pour faire face à une page blanche. Je crois que il est déjà engagé dans ses idées, engagé dans ses écrits, engagé dans la vie. Il s'engage parce qu'il a un message à faire passer, il a quelque chose à dire. On ne peut pas se lever dans une cour et commencer à parler si la nuit on n'a pas eu un songe. C'est au cours de ces songes qu'on se met le matin pour dire à tous les villageois que bon, il faut faire attention, si vous ne faites pas ci, si vous ne faites pas ça, quelqu'un peut mourir. Donc je suis engagé parce qu'il faudrait que les gens s'éveillent, il faudrait que les gens s'épanouissent, il faudrait que les gens connaissent la culture africaine. La culture africaine est l'âme de l'Afrique. La culture gabonaise, c'est l'âme du Gabon. Donc les gens ne doivent pas banaliser notre propre culture. C'est ce qui nous fera avancer, c'est ce qui fera le moteur de notre développement. Ce n'est pas parce que l'Occident viendra avec sa culture que nous pourrons avancer. On ne peut avancer qu'avec notre propre culture. On sait pertinemment que l'art d'écriture n'est pas chose aisée. Et est-ce que vous avez un secret pour publier autant de livres en un laps de temps? Le secret, c'est la discipline. Il faut être discipliné. La discipline, c'est quoi? C'est savoir organiser son travail, mais savoir observer, écouter et les gens. Donc, c'est ça. Lire également aussi. On ne peut pas écrire sans lire. Donc, il faut beaucoup lire, il faut beaucoup écouter, il faut beaucoup observer. Mais il faut être discipliné. Parce que si vous êtes éparse, vous êtes ici, vous êtes là, vous ne pouvez pas mieux aborder le travail qui est en face de vous. C'est un travail difficile, mais il faut avoir de l'autodiscipline pour aborder ce travail. Y a-t-il un écrivain africain en général, gabonais en particulier, donc, qui vous inspirez ou bien qui vous admirez? Parce qu'on a toujours un modèle. Bon, mon malheur à moi, c'est que les écrivains gabonais, je ne les ai pas connus tout le long de ma scolarité, peut-être en dehors de Edgar Moundiaou, de Georges Raveri, que j'ai étudié en classe de 5e avec mon enseignant, mais les autres, je ne les ai pas connus. Mais les écrivains qui m'ont beaucoup influencé, ce sont les écrivains du mouvement de la négritude. Thomas Senghor, Césaire, Léon Gontran, Birago Diop, Mongo Betty. Ces écrivains-là m'ont influencé. Pourquoi? Parce que en classe de 6e, 5e, 4e, on avait un livre qu'on appelait les classiques africains, donc le français en Afrique. Dans ce livre, le français en Afrique, il y avait les extraits des textes de tous les romans négro-africains. Donc, en le lisant à partir de la 6e, 5e, 4e, donc je cherchais à avoir les œuvres intégrales de ces auteurs. Et quand j'ai eu les œuvres intégrales de ces auteurs, j'ai eu l'ambition de devenir aussi comme eux, d'être un écrivain comme eux. Et après, je me suis inscrit au Centre culturel américain où je vais rencontrer Richard White, Toni Morrison, James Baldwin, Kante Kullen, Langston Hughes. Donc, ce sont tous ces écrivains, avec les écrivains comme Unamuno, Pio Baroa et Joaquim Costa. Donc, ce sont des écrivains à la fois francophones, lusophones et anglophones, et africains francophones qui m'ont beaucoup influencé. Donc, je peux dire aujourd'hui que si j'écris, c'est grâce à eux. Donc, c'est grâce à eux que j'écris.
Mesdames et messieurs, c'était l'émission d'art et de lettres. Nous avons reçu pour vous Jean Devassa-Nyama, qui est auteur de plusieurs livres. Il est venu ici pour présenter La mère saveur de la liberté, La révolte, tome 1 et La guerre, tome 2. Pour bien écrire, il faut avoir lu ceux qui ont bien écrit. Il disait un grand prophète, un grand écrivain français du XVIIIe siècle. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Tout le monde descend, personne ne reste. Mes lunettes aussi. À la prochaine. Merci.